Et bonsoir tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, je me comprends. Comme d'habitude, dans ces débuts de live stream, il n'y a pas énormément de monde. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont déjà là. Bienvenue à ceux qui regarderont ce live stream en rediffusion. Donc, ce soir, live stream jeu de rôle. On va parler d'Erdorine 2300 principalement, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a quand même un programme cette fois-ci un petit peu chargé. Alors bon, c'est un programme chargé en nombre de sujets. Ça va pas forcément être un stream très long non plus. Pour mémoire, les streams Erdorine, j'ai tendance à les faire qui tournent autour d'1 heure, rarement plus. Néanmoins, le sujet principal, on va dire, de ce live stream, ça va être Octogone, la grande convention qui a eu à Lyon il y a 2 semaines maintenant. Ça avait commencé vendredi le 21, du 21 au 23 mai, où j'étais d'ailleurs avec l'équipe de Descends Face, Represents. Donc on avait un bout de stand sur un autre stand qui s'appelle Sans Sucre, qui est quelqu'un qui fait beaucoup d'aide à la fabrication pour les jeux de rôle et qui fait aussi un petit peu de l'édition de l'édition de jeux de rôle. C'est quelqu'un avec qui on a des contacts depuis bien longtemps. Comme on n'avait pas énormément de choses, on a pris juste un petit bout de stand, mais ça nous a pas empêché de faire une blinde de parties de démonstration de tous nos jeux actuels et surtout des projets futurs. On a eu de Hit Rasby, collection Max Brown, donc ça c'est pour les jeux qui ont été édités, qui existent, qu'on peut acheter. Et puis également, on a fait des démonstrations des Contes du Soleil Couchant, qui est le prochain jeu que Descends Face va sortir, qui est un jeu japonais kawaii où on joue des esprits animaux enfantins qui vont aider les enfants dans les campagnes japonaises. On a mon collègue Antoine a fait jouer la Noire Essence, dont je vous reparlerai tout à l'heure pour un autre sujet. Et puis moi-même, j'ai fait jouer quand même la bagatelle de 4 parties d'Erdorine 2300, et les 4 étaient pleines, ce qui ne m'est pas arrivé depuis pas mal de temps à Octogone, où j'avais tendance à voir des parties qui étaient pas toujours, où il y avait des fois même carrément personne. Mais bon, là, il y avait du monde, ça m'a permis de alors là, je suis un petit peu au-delà de tester les règles, c'est plutôt me familiariser avec, pouvoir les présenter facilement, voir un petit peu comment réagissent les gens à ces nouvelles mécaniques de jeu, et puis le tout sur des scénarios courts. Ça, c'est un truc qu'on fait depuis maintenant un petit moment sur les conventions, et surtout les grosses conventions qui ont tendance à être plutôt des salons où on fait énormément de parties de démonstration, il y a énormément de brouhaha, et du coup faire des trucs courts, ça nous permet d'une part de faire plus de parties, et d'autre part aussi de moins nous fatiguer en tant que meneur de jeu. Quand on va faire une partie d'1 heure et demie, c'est quand même un peu moins épuisant que des parties de 2 heures, 3 heures. Voilà. Donc ça c'était donc sur 3 jours, Octogone, à Lyon, dans un endroit qui s'appelle Eurexpo, qui est un grand hall d'exposition qui est à l'extérieur de la ville. C'était d'ailleurs, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est galère, parce que c'est quand même desservi par un tram, il y a des bus, donc il y a tout un tas de trucs, mais c'est loin, donc ça prend du temps, et comme en plus ça a été un week-end où il a fait particulièrement chaud, on cuisait un petit peu dans les transports en commun pour y arriver, mais une fois qu'on était sur place, il y avait de l'air conditionné, donc ça allait bien. Je vais vous montrer quelques photos, mais avant, et en attendant un petit peu que les gens arrivent, si les gens arrivent, ça n'en prend pas le chemin. Je vais vous montrer un petit peu le loot, parce que j'ai quand même acheté 2-3 trucs. Alors, la particularité, c'est que moi je vais dans les conventions de jeux de rôle et j'achète pas de jeux de rôle. Non. Le truc, c'est j'ai déjà beaucoup trop de jeux auxquels je sais que je ne jouerai jamais. Il faut vraiment qu'il y ait une proposition ludique qui m'interpelle pour que ça m'intéresse de voir un petit peu ce que donne le produit fini. Là, j'ai rien trouvé qui m'avait particulièrement émoustillé, donc au niveau jeu de rôle, j'ai vraiment pas... Alors, c'est pas tout à fait faux de dire que j'ai rien acheté, mais encore... on va reparler de la Noire Essence. Et puis, en plus, il y a l'autre truc qui m'avait un petit peu agacé, c'est qu'il y avait quand même 2-3 stands sur lesquels on voyait des trucs en IA génératif qui étaient particulièrement douloureux. Il y avait un stand qui faisait des jeux, alors ça, il y avait vraiment un côté limite plagiat, quoi. Le truc qui s'appelle Club Mystère, où t'as des visuels à la Scooby-Doo, la seule différence, c'est que le chien, c'est un bouvier bernois. Le tout en IA générative, donc zéro honte, quoi. Ça pique un peu, quand même. Mais bon, on n'est pas là pour parler des sujets qui m'énervent. Même
même si j'aurais des choses à dire à propos de l'écriture de jeux de rôle. Donc, je vous rappelle aussi la petite particularité des live streams d'Erdorine, c'est que vous voyez les questions de l'épisode. Non, c'est là. Vous voyez les questions de l'épisode, c'est 3 questions que je vais aborder pendant ce live stream. Donc, si vous avez des choses sur lesquelles qui vous intéressent, sur lesquelles vous voulez revenir, eh bien, n'hésitez pas. Gardez ça dans un coin de tête et le moment venu, on en reparlera. Et ces 3 questions, c'est d'une part, est-ce que vous étiez aussi à Octogone ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Une question qui va venir assez vite, encore que j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Alors donc on va dire la deuxième question, le lore, tout ce qui est la question du contexte du jeu. Alors moi il y avait un truc qui ça a été une des grandes discussions qui m'a encore mis plein de doutes dans la tête quant à l'écriture du jeu. C'est est-ce que il vaut mieux avoir un lore accessible ou un lore très riche ? Où est-ce qu'on met le curseur ? Parce que de toute façon, ça sera pas l'un ou l'autre, mais il va y avoir un curseur à mettre entre les deux, et où est-ce qu'on arrive à situer ça ? Là encore, ça fait partie des discussions avec les joueurs, et ce qui m'amène en fait à la 3e question, qui du coup la 2e dans la liste ici présente. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de kit de démarrage ? Et par kit de démarrage, j'entends des fascicules qui vont, ça peut être assez grand, mais de façon générale, une version abrégée du jeu, qui est soit donnée gratuitement, soit vendue à vil prix, et dans laquelle les joueurs peuvent découvrir très rapidement l'univers de jeu. Alors j'avais fait ça pour Tigre Volant, mais comme je suis un génie marketing, je l'ai fait après qu'on a arrêté la gamme, ça s'appelait Tigre Volant Light. Alors c'est pas tout à fait vrai, j'avais commencé à faire avant, mais je l'ai finalisé au moment où la gamme s'arrêtait, donc grosso modo en 2015. Et sauf que dans mon cas, c'était aussi un défi, c'était et si je prends les 320 pages de Tigre Volant et que j'en enlève 90%, qu'est-ce qui reste ? Et du coup, ça donnait Tigre Volant Light, ça donnait une version abrégée du jeu, du contexte, des mécaniques de jeu un petit peu différentes, qui m'ont aussi, dans un premier temps, inspiré pour faire ce qui est maintenant Erdorine 2300. Mais voilà. Donc pour en venir au loot, alors j'ai acheté des bouquins, parce que le truc intéressant avec Octogone, donc Octogone c'est à la base c'est une convention de jeux, il va y avoir des grands espaces de jeux de plateau, il y a des jeux figurines, il y a des jeux de cartes à collectionner, il y a quelques jeux vidéo mais c'est plus de l'ordre du rétro gaming, et il y a du jeu de rôle, mais il y a également tout un pôle imaginaire dans lequel il y a pas mal d'auteurs qui viennent présenter leurs derniers bouquins, dernières BD et ce genre de choses. Étant donné que les bouquins et les romans et les BD, on va facilement en trouver aussi sur des stands d'éditeurs rôlistes. Et d'ailleurs, le premier, en fait, il y a un signet dedans parce que je suis en train de le lire, c'est le roman qui s'appelle... Voilà, si je me mets devant, voilà. Pas vraiment un homme, c'est le nombre 3e de la Noire Essence. Alors, faut peut-être que j'explique un petit peu ce qu'est la Noire Essence. La Noire Essence, à l'origine, c'était un univers d'un jeu de rôle grandeur nature qui se déroulait dans le Jura, dans lequel était beaucoup impliqué mon complice et néanmoins ami Antoine Beugly, qui est également le président de 2D Sans Face, histoire de faire bien du copinage. Et en fait, cet univers, ça fait un moment que ça fait quand même à peu près 20 ans qu'il pensait le décliner en jeu de rôle. Il arrivait jamais à avoir un truc convaincant, et puis à un moment donné, une de ses complices habituelles, Jeanne Perrin, romancière de son état, a décidé de se lancer, d'écrire des romans dans l'univers de la Noire Essence. Donc, d'où ce nombre 3e, qui est donc le 3e tome d'une histoire qui court dans cet univers, qui est complété également par des recueils de nouvelles. Donc là, on a toute une collection. Ça, c'est donc le 3e de ce que je crois être une trilogie, mais j'en suis pas 100% sûr. Il y a également 2 recueils de nouvelles qui sont sortis, donc on a 5 bouquins dans cet univers. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu de la fantasy, si ça avait été écrit par des Suisses. D'ailleurs, ça tombe bien. C'est de la fantasy qui a été écrite par des Suisses. C'est un petit peu prendre un univers de fantasy avec plein de peuples bizarres, plein de dieux chelous, de la magie, des trucs assez pas spectaculaires dans le paysage, et de faire ça avec un twist très décalé.
Les dieux généralement se baladent entre les mortels et se bourrent la gueule. Les gens qui meurent de temps en temps, ils ressuscitent dans un désert de sel et finissent par revenir. Et le tout est géré par des administrations tentaculaires avec des idées byzantines et puis généralement des inimitiés interservices. Je dirais ouais, c'est un petit peu si le Disque Monde était un canton suisse. Il y aura un petit peu de ça. Et après je dis ça, j'ai jamais lu un seul des bouquins du Disque Monde, donc bon voilà, ça vaut ce que ça vaut et réciproquement. Deuxième bouquin que j'ai acheté, pas dans l'ordre, hein, mais le dernier roman de Karim Berouka, La vie très horrifique de Paula et Stan face à l'inhibiteur de volonté. Titre à rallonge, mais en même temps c'est exactement dans le style du personnage. Alors Karim Berouka, certains d'entre vous ne le connaîtront peut-être pas comme romancier, mais plus comme chanteur et parolier du groupe Ludwig von 88, pour vous poser déjà un petit peu le bonhomme. Et ces romans ont un petit peu le même côté punk déjanté par pas mal de trucs. Il avait fait le club des punks contre l'apocalypse zombie, Celle qui n'a pas peur de Cthulhu, Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie. Et donc, son dernier roman, j'ai pas encore lu, mais alors le titre est bien prometteur. Au même temps, j'ai acheté, alors ça c'est un petit peu une tradition chez moi, les éditions Porte-Joie, qui sont en fait, c'est la même équipe qui faisait le prix 1000 saisons, pour ceux qui connaissent, qui ont peut-être vu mon blog. Là il y a un truc qui s'appelle Aliénation, une anthologie augmentée, et c'est une anthologie, c'est un recueil de nouvelles qui s'accompagne également de musique originale, de courts-métrages, d'illustrations. Enfin, c'est un petit peu une œuvre multimédia assez intéressante dans son contexte. Alors, je dois avouer que si j'aime bien l'idée, c'est quelque chose qui me parle pas forcément moi. J'ai tendance à lire les histoires et à pas trop m'intéresser à ce qu'il y a autour. J'ai pas forcément envie de sortir du bouquin pour m'intéresser à ce qu'il y a derrière. Puis enfin, mon petit roman doudou, quand je dis petit, il a quand même un peu cette taille-là, hein, c'est quand même assez conséquent, hein. Il va faire quoi? C'est 430 pages, l'air de rien. C'est Canaille et couteau, et qui est donc, comme c'est marqué, une histoire dans l'univers, donc signé Travis Baldree. C'est une version française, je le lis en français parce que j'ai déjà lu les deux premiers en français. C'est un bouquin dans l'univers de Légende élatée, qui est un roman de fantasy un petit peu feel good, dans laquelle on suit une guerrière orque qui en a marre de faire du mercenariat et qui décide d'utiliser la fortune qu'elle a glanée le long des routes à poutrer des monstres et des donjons pour ouvrir un café avec une machine à expresso fabriquée par les gnomes, avec une cuisinière qui fait des pâtisseries à la cannelle. Enfin bref, c'est assez inoffensif quelque part, mais c'est assez marrant. Moi j'aime bien, j'ai trouvé ça assez cool. Et puis comme on est un peu dans le mois des fiertés, il faut quand même aussi mentionner que c'est quand même pas mal queer friendly. Voilà, donc ça c'était un petit peu mes achats à Octogone. Je regarde quand même pour voir s'il y a des choses qui se passent, mais à première vue, c'est un petit peu le désert, j'ai l'impression. Alors, si jamais vous avez des problèmes avec le live stream, c'est probablement la meilleure solution, c'est de le regarder sur YouTube. Il y a probablement Twitch est toujours un petit peu pénible avec les comment ça s'appelle, avec les taux de transfert. Ils demandent des taux de transfert absolument kilométriques, et du coup ça tendance à laguer là-bas. Et puis sur PeerTube, qui est aussi l'autre option. Alors PeerTube, l'autre problème, c'est que il est censé y avoir un chat et il marche pas. Et là j'ai l'impression qu'en fait la bande passante est un petit peu en vrac, et du coup ça passe pas un petit peu nulle part. Je vérifie si non, visiblement YouTube c'est votre meilleure option si vous voulez voir ce live stream avec une qualité à peu près correcte. Je pense que YouTube est probablement la meilleure option. Autrement, vous pouvez regarder la rediffusion, vu que je l'enregistre à part en local, et que du coup quand je vais le rediffuser, ça se fera sur la base de la vidéo enregistrée sur ma machine, et du coup il y aura pas de lag ou de choses comme ça. Voilà.
Or, je dois vous avouer que j'avais quand même espéré qu'il y ait un peu plus de monde, et notamment de gens qui étaient à Octogone, pour qu'on puisse en discuter un petit peu, de voir quels étaient, eux, leurs ressentis sur cette édition. Il faut savoir que cette édition Octogone, c'est quand même une convention. Ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que c'est probablement la plus grosse convention de jeux de rôle qu'il y a en francophonie. C'est absolument immense. C'est probablement une des plus grandes, sinon la plus grande convention de jeux tout court en francophonie aussi. Il y a le FIJ à Cannes, mais qui me paraît quand même plus petit et puis aussi moins agréable parce que c'est en sous-sol, c'est un petit peu les catacombes. Et surtout que cette année, la partie jeu de rôle, c'était un peu la portion congrue. On retrouvait le concept du guitariste à côté des chiottes. C'était pas très heureux. Et du coup, le fait que ça se déroule à Eurexpo, c'était un petit peu une grande première, parce qu'avant, la convention avait lieu, déjà elle avait lieu en octobre et non pas en mai, et elle avait lieu au Double Mixte, qui est une salle qui se trouve à Villeurbanne, pas très loin d'une des universités de Lyon. Ça avait ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'à Villeurbanne, on est quand même beaucoup plus proche du centre-ville de Lyon et de ses restos sympas. Là, c'était un petit peu la galère quand on voulait aller manger le soir. Et puis, c'était aussi un petit peu la galère pour y aller parce que fallait enchaîner les bus, les trams, les machins, les choses, les bidules. C'était quand même assez loin. Je veux dire, entre Rexpo et l'hôtel, alors que j'avais un hôtel qui était pas très loin du terminus du tram, il fallait quand même 3 quarts d'heure facilement pour y arriver. C'était quand même pas négligeable. Alors qu'avant, on avait souvent des hôtels qui étaient un petit peu à côté. Et puis, le gros intérêt, par contre, c'est que la salle de Rexpo, et ça, je vais peut-être vous montrer les images, parce que tant qu'à faire, j'ai des images. Autant vous montrer ça, mise au point caméra 2, oui, je pense que c'est caméra 2, c'est celle-là. Il faut du coup, d'ailleurs, que je passe là-dessus pour que je puisse vous faire là, le diaporama. Le diaporama, il est là, le diaporama. Voilà. Donc là, j'ai pas pu prendre, parce il aurait fallu que je sois en hauteur, donc là c'est pas toujours facile d'imaginer l'étendue, mais là ce qu'on voit c'est juste un bout de la partie jeu de rôle. Là où vous voyez le panneau jeu de rôle, c'est là où il y avait l'inscription pour les... quoi que je dis non, je suis dans quel sens là ? Je sais plus dans quel sens je suis, pour être très... Non mais je crois que c'était quand même ça. Là on voit le panneau jeu de rôle, c'est là où il y avait l'inscription... Il me semble, pour les parties de jeux de rôle, il y avait des tables, tout un tas de tables derrière. Donc, grand espace, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose comme 15 000 mètres carrés, beaucoup plus haut de plafond, beaucoup plus lumineux. Avant, c'était un petit peu le double mixte. Le double mixte, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils ont décidé qu'on rase tout et on repart sur des basses scènes parce que c'était vraiment plus possible. Et puis là, ils ont vraiment un grand espace. Le fait qu'il y ait également au mur, les murs au double mix, c'était du béton. Là, on a des panneaux en bois et je pense que pour l'acoustique, ça fait aussi pas mal. On a toujours le brouhaha parce qu'on est dans une grande convention, dans un grand espace. On a toujours un petit peu ce bruit de fond qui est souvent assez fatigant. Mais j'ai l'impression que c'était moins bruyant que ce que c'était au double mixte. Beaucoup plus lumineux, beaucoup plus d'espace également entre les travées. On avait toujours tendance un petit peu à se marcher dessus au double mixte, et là c'était vraiment plus agréable. Il y avait pas mal d'autres défauts, notamment un système de haut-parleurs qui était pas du tout bien maîtrisé. C'était absolument une catastrophe. Je veux dire, c'est quand même la première fois que je vois des gens qui se bouchent les oreilles avec une impression de douleur chaque fois qu'il y avait un message au haut-parleur. C'est clair qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec des bruits forts, mais là, même pour moi qui ai tendance à faire des concerts de black metal, la truffe dans les enceintes, j'avais tendance à trouver ça fort. Pour dire, quand même. Alors, ici, on voit le stand sans sucre, une partie du stand sans sucre parce qu'il était pas mal grand. Vous voyez un petit peu il y a un roll-up collection Max Brown qu'on voit au fond à gauche. Eh ben, faut vous imaginer qu'il y avait à peu près encore autant en superficie de l'autre côté de ce roll-up, avec notamment
Fibre Tigre et ses jeux tirés de ses actual plays, plus les éditions Inis et Don't Panic Game. Et oui, alors là je suis un petit peu confus parce que soudainement, il y a quelqu'un, Hamlet Alphabet, bonsoir à toi. Merci enfin d'être là, de venir combler ma solitude terrible et terrible en fait. Voilà, donc je suis en train de parler d'Octogone, convention qui a lieu à Lyon le 21 et le 23 mai, donc il y a 2 semaines à peu près. Où je faisais partie de l'équipe des gens de Descends Face, on les voit ici à gauche en train de discuter avec on a tous un peu le même t-shirt, on a fait des efforts de branding. Mais en fait, on a l'impression qu'on est une blinde, mais le stand qu'on avait, l'espace qu'on avait pour les différents jeux, c'était vraiment tout petit, on avait genre une demi-table. Mais on avait par contre 2 tables qui nous étaient réservées pour faire des parties de jeux de rôle. Donc là, on voit Antoine, donc mon collègue complice et néanmoins ami, présidente de Descends Face, qui est en train d'expliquer à 2 personnes. Et là encore, les rôlistes vont peut-être reconnaître Max et la moitié, les auteurs de Star Marks, qu'on connaît depuis des temps immémoriaux. Là, on voit les tables démo. Alors, les tables de démo avec des nappes rouges, c'était celles qui nous étaient allouées à 2D sans face. Là, on a Antoine qui est en train de faire une démo de son jeu La Noire Essence. Bon, là, je sais pas pourquoi il est chouette chapeau. Ouais. Et puis là on a San qui est juste à gauche là de dos, qui est en train de faire une partie de d'Itrasby, c'est le jeu qu'il a sous la main, donc qui est un jeu surréaliste qui se passe dans une sorte de ville des années 20 entre rêve et la réalité. Là, Antoine interviewé par l'équipe de la chaîne YouTube Entre Rôlistes. Et puis là, c'était Romain qui faisait une partie de démonstration des contes du soleil couchant. Voilà. Alors, il se trouve que j'ai beaucoup de photos du stand parce qu'on m'a demandé de prendre des photos du stand spécifiquement. J'ai pas beaucoup de photos du reste de la convention. C'était un petit peu un oversight de ma part. J'aurais pu faire un peu plus de ce point de vue-là. Mais je dois avouer que j'y ai pas pensé. Enfin voilà, c'est quand même pour vous donner une idée de cette convention. Grosse convention de jeux de rôle. Et d'ailleurs, Hamlet, tu vas peut-être pouvoir répondre à la question. Est-ce que toi, tu étais à Octogone? Est-ce que tu savais que ça avait jeu? Est-ce que j'ai eu le temps de faire des parties de jeu? Oui, justement. Alors, j'ai fait 4 parties de démonstration d'Erdorine 2300. Alors, c'était des parties en format court, parce que l'idée, c'est que je crois que j'en avais déjà parlé sur un stream. En fait, on a décidé depuis un petit moment, je repassais en face cam, on avait décidé déjà depuis un petit moment de faire des parties courtes, au lieu de faire des parties de 2-3 heures qu'on peut avoir dans les parties de jeux de rôle, dans des conventions de jeux de rôle très classiques, dans une convention comme Octogone qui a plutôt à côté salon avec énormément de bruit de fond et des gens qui n'ont pas forcément le temps de passer énormément de temps, on a décidé de viser des parties qui font 1 heure, 1 heure et demie, ce qui permet déjà d'avoir plus de parties sur les tables, d'avoir un tournus entre les meneurs de jeu, ce qui fait que c'est pas toujours les mêmes qui jouent, et c'est pas toujours les mêmes aussi qui s'épuisent à crier très très fort à cause du brouhaha. Donc c'est meilleur pour la santé des MJ, c'est meilleur pour le tournus des tables, et puis ça permet quand même d'avoir des scénarios qui sont en gros des 1 ou 2 scènes qui vont permettre de donner une idée de ce qui se passe dans le jeu. Et c'est donc du coup c'est comme ça, c'est ce que j'avais fait. J'avais 2 scénarios. J'avais un scénario où les personnages se retrouvent à poil sur une station spatiale alors que des gens essaient de leur piquer leur vaisseau, et puis un autre où leur vaisseau est en panne, ils doivent chercher une pièce de rechange et ils se retrouvent dans une vente aux enchères complètement déjantée. Format Kentucky 1960 quoi, avec taureau mécanique, match de catch, enfin un bordel pas possible. C'était assez rigolo parce que à chaque fois les parties ont tendance à se dérouler de façon différente. J'en ai fait 2 de chaque. Et il y avait la partie on y va comme des bourrins, on tabasse tout le monde. Enfin bref, la partie rôliste habituelle. Il y avait les gens qui étaient plus subtils, qui essayaient de faire des négociations.
Et puis alors avec la vente aux enchères, il y a tout de suite les joueurs qui essayent de scinder, qui font des alliances entre les différents acheteurs. Enfin, c'était assez sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme retour des joueurs sur le jeu? Ça avait l'air bien fun. Alors pour moi, c'est toujours bien fun. Hein. Moi, j'aime bien ces conventions aussi parce que justement, ça me permet de me confronter à des joueurs qui connaissent pas forcément l'univers du jeu. Alors là, c'était pas le cas. J'ai eu quand même pas mal de joueurs qui connaissaient déjà Tigre Volant et qui étaient même venus avec leur exemplaire à faire signer. Donc j'ai fait des dédicaces alors que je vendais pas le jeu, quoi. C'était marrant. Et puis, j'ai pas eu le temps. Alors ça, c'était peut-être une erreur de ma part. J'ai pas trop eu le temps de faire un débriefing en bonne et due forme, de faire peut-être un formulaire de retour de playtest comme on a eu fait quand on avait travaillé sur Freak Squill, le jeu d'aventure. Mais de façon générale, les gens sont bien amusés, ce qui je pense est quand même le principal. Ils ont assez vite compris les mécaniques de jeu au point qu'ils ont commencé à inventer des trucs qui n'y étaient pas, mais qui sont tout à fait logiques dans l'esprit du jeu. Par exemple, d'activer à distance les compétences ou les avantages d'un autre joueur. Dans le contexte, ça faisait parfaitement du sens. Donc avec un point de love, j'ai autorisé le truc, mais c'était pas un truc auquel j'avais pensé immédiatement. Et alors c'est pas tout à fait vrai parce il me semble qu'on avait vaguement mentionné cette idée il y a très 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 longtemps, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui spontanément, sans qu'on lui en parle, pense à cette idée d'activer ça. Et puis, j'ai eu pas mal de discussions avec des joueurs sur, je leur ai expliqué un petit peu ma démarche sur la nouvelle version du jeu. Et c'est là où, en fait, est arrivée la deuxième question, qui normalement est la troisième dans la liste, mais qui logiquement devrait être la deuxième. C'est la question, de où on met le curseur dans le cas du lore, dans le cas du contexte du jeu, entre l'accessibilité et la richesse. Bonsoir Victor, merci d'être là ce soir. Donc là, je suis en train de faire des retours autour des expériences de partie que j'ai faites à Octogone, donc la convention de jeux de rôle à Lyon. Et du coup, en fait, la discussion, c'était un petit peu quelqu'un qui me disait... Quand je lui disais que je voulais faire en sorte que dans les règles de base, dans le livre de base, il y ait beaucoup moins de lore, il disait mais en fait pour moi c'est intéressant parce qu'en tant que meneur de jeu, avoir un lore qui est riche, c'est quelque chose que je recherche pour pouvoir créer mes scénarios, pour pouvoir avoir des inspirations, etc. Et du coup, ça m'a fait réfléchir ça m'a fait évidemment changer d'avis immédiatement. Je suis un petit peu, voilà, j'ai tendance à adhérer à la dernière idée que je vois popper, surtout si elle est pas de moi. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même un petit côté comme ça. Et en fait, en tout cas, d'y réfléchir. Et c'est là où je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen de moyenner un truc en utilisant la notion de kit de démarrage. Alors les kits de démarrage, je sais pas si vous qui êtes rôliste, vous connaissez un petit peu le principe de ça. En deux mots très rapidement, un kit de démarrage, pour un jeu donné, c'est d'avoir un petit fascicule, une version abrégée du jeu, qui va présenter rapidement le contexte, rapidement les règles de jeu, proposer un scénario, on vend le bidule à vil prix, voire on le donne. Bon, ça, c'est un petit peu un objet promotionnel. Et puis, ça permet de lancer les personnages. Ça permet d'accrocher les personnages à l'univers, de voir si eux, ils accrochent sans devoir payer 50 balles pour un livre de base. Alors, ils vont peut-être payer 5-10 balles pour un kit de démarrage. Ils vont pouvoir se lancer là-dedans. Alors après, il y a des kits de démarrage qui sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a des kits de démarrage qui sont beaucoup plus dans des boîtes où on va tout avoir dedans, dans une version simplifiée. Ensuite, on va rajouter des suppléments. Ça, c'est pas ce vers quoi je vais. Mais mon idée, ça serait pour Erdorin d'avoir un livret, un kit de démarrage qui soit partie intégrante de la gamme. Ce que j'entends par là, c'est que on le fasse en se disant c'est la porte d'entrée
vers le lore pour les gens qui connaissent pas du tout l'univers. Les gens qui connaissent ou qui ont pas peur de plonger dans le grand bain, ils prennent le livre de base, ils vont retrouver toutes les informations du kit de démarrage. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas l'univers, le kit de démarrage va permettre de leur présenter de façon plus succincte, mais aussi peut-être plus didactique, des éléments du jeu, notamment des éléments du contexte. Alors Hamlet, tu me réponds, je n'y étais pas et je suis totalement un touriste dans le milieu. Tu fais un temps, t'as fait du jeu de rôle grandeur nature. Oui, effectivement, c'est un petit peu différent. Après, il y avait des stands qui proposaient du GN, qui proposaient qui étaient des stands qui proposaient des activités même sur le salon. Il y a eu 2-3 GN qui ont eu lieu sur le salon. Mais oui, je comprends tout à fait. C'est pas exactement le même truc et notamment. À ma connaissance, dans les jeux de rôle grandeur nature, il y a assez peu qui viennent sous la forme de livres de base et de suppléments. Ça, c'est assez typiquement le genre de truc qu'on va pas forcément retrouver. Donc, mon idée, maintenant, ça serait d'avoir une gamme qui aurait un volume 0, qui serait un petit peu la passerelle pour les gens qui connaissent pas du tout l'univers, qui s'intéresseraient éventuellement au bidule, mais n'ont pas envie de se farcir les 350 volumes de Erdorin selon Alias, et du coup, ça permettrait d'avoir une porte d'entrée facile, d'avoir un fascicule, j'avais pensé 16, 20 pages, quelque chose comme ça, qui permettent de rentrer dans l'univers très facilement, d'avoir les notions, et à partir de qui servent en fait de marchepied vers le livre de base, qui serait plus un livre de base de jeu de rôle beaucoup plus classique, où, alors sans aller jusqu'aux excès du livre de base de Tigre Volant 3e édition, pourrait présenter tout ce qui est contexte de façon plus élaborée, de façon également à donner plus de portes d'entrée pour les gens un peu qui ont un peu de bouteille, qui n'ont pas peur de se taper 150 pages de contexte pour commencer à faire leur scénario. L'avantage étant que le kit de démarrage, les joueurs peuvent le récupérer et puis ça va rien leur révéler comme grand secret de l'univers. Comme de toute façon des grands secrets de l'univers dans l'univers d'Erdorin. Alors il y en a, mais en fait c'est pas important, donc on n'en parle pas trop. Top comme initiative de varier accessibilité. Écoute, je suis content que l'idée paraisse pas totalement idiote à plus qu'une personne, à savoir moi. Après, la difficulté, ça risque d'être... Bon, déjà, il y aura une question de fabrication. Après, je pense que c'est assez facilement le genre de truc qui peut être fourni sous forme de PDF gratos, et puis d'avoir une version qui soit imprimable et qui coûte, prix coûtant quoi, qui soit vraiment un truc qui se vende de façon comme produit d'appel. Après, je dis ça et je pense que si j'en parle à mes collègues, genre Antoine ou Yann le comptable, ils vont faire meurt chez un infidèle hérétique. Voilà, ça va être, il va y avoir du sang d'Alias partout encore. Voilà, mais donc c'est un petit peu mon idée et du coup là je vais basculer, bisous.caramera 2. Je vais basculer sur la partie écriture, sur le plan que j'ai un petit peu remis à jour. Alors j'ai pas remis à jour des tonnes de trucs, mais je vous avais dit que j'avais quand même écrit des choses. Donc j'ai écrit quand même des choses. Et l'idée c'est d'avoir donc d'ajouter le kit de découverte là-dedans. Et d'avoir déjà une sorte de prédécoupage, une préface, une page. L'idée, c'est que le kit kit de découverte fasse à peu près 16 pages. Une préface, la présentation rapide du contexte avec vraiment les termes clés et puis pouvoir résumer en 2 phrases à quoi ça correspond. Les mécaniques de jeu, là encore de façon très simplifiée, peut-être pas très simplifiée, parce que si je crois que si je prends le système de jeu que j'ai et que je fais très simplifié, il va rien rester. Donc on va simplifier histoire que ça tienne sur 2 pages, d'avoir un scénario, peut-être 2 scénarios d'introduction. Un truc qui serait amusant, en fait, ce serait d'avoir un scénario qui colle aussi avec la gamme
enfin le supplément sur les mercenaires, pirates, whatever, et d'avoir un scénario où les personnages vont se retrouver dans l'équivalent spatial d'une casse auto à essayer d'acheter un vaisseau pas trop pourri. Avec s'il pourrait avoir une idée où il y a genre 3-4 équipages qui ont tous leur vue sur le même engin, et de voir un petit peu comment les personnages s'en sortent, d'avoir un truc sur le feuille de personnage, bon, en finale, mais bien évidemment. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée de formater ça de façon très très simple, très rapide, très accessible surtout. Et puis ensuite de partir sur un livre de base. Alors là, le livre de base, le texte n'a pas beaucoup changé. On reste un petit peu sur les mêmes trucs. Alors là, après, il y a une question que je commence à me poser. C'est la question du contexte plus approfondi. Est-ce que je commence pas déjà à mettre ce contexte en forme, ou en tout cas en proposition très succincte dans le livre de base, de façon à ce que les joueurs n'aient pas besoin d'acheter un supplément pour pouvoir commencer à jouer. Alors, en vrai, c'est clair que le joueur moyen qui a un petit peu de bouteille, tu lui files un livre de base, une demi-journée, un traitement de texte, il va te pondre le scénario sans trop de problème, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et du coup, je pense... Alors Victor, oui, alors t'as pas vu le début du live, les parties de démo se sont bien passées, le système roule bien en pratique. Alors oui, le système roule bien, en tout cas moi j'ai pas constaté de gros problèmes. Et ce que je disais au début, c'est que j'ai même constaté un truc amusant, c'est que les joueurs ont commencé à se l'accaparer, à savoir, ils ont créé des mécaniques que j'avais pas prévues à l'origine. Comme par exemple qu'un joueur puisse activer à distance un des atouts d'un autre personnage. Ce qui fait du sens, pas d'un point de vue mécanique, d'un point de vue des mécaniques de jeu auxquelles je pense, mais j'y avais pas pensé. Et en fait, j'y avais pensé un petit peu il y a très très longtemps, au tout début, je crois qu'on avait vaguement mentionné un truc comme ça avec Antoine, mais le voir mis en œuvre par quelqu'un qui n'était pas dans l'univers de création des mécaniques de jeu, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc je pense que ça passe plutôt bien. Je suis toujours un petit peu moi-même encore un peu hésitant sur la manière dont présenter, parce que le jeu de rôle traditionnel, tu vas dire ok, personnage machin, tu te trouves devant une porte fermée, tu vas me faire un jet de crochetage. Le joueur lance le dé, si le dé fait si d'après le dé il a réussi son action, il crochette la porte. S'il a raté, il crochette pas la porte. Il y a des réussites critiques, il y a des échecs critiques, il y a des barges de réussite qui peuvent faire en sorte que oui ou non ça va s'ouvrir facilement, rapidement, etc. Mais grosso modo, on est sur ça c'est, on va dire, les mécaniques de jeu dans 90% des jeux de rôle. Là, comme il n'y a pas de jet de dé, le truc, c'est que tu arrives en tant que meneur de jeu, tu te trouves devant une porte fermée. Qu'est-ce que tu peux mettre sur la table pour arriver à une difficulté de 3 ? Donc là, le joueur va regarder sa feuille de personnage, il va dire « Ouais, j'ai ingénierie, j'ai architecture, ça pourrait coller. Non, mais en fait, j'ai Talvarid indestructible et bagarre de bar, je défonce. » Voilà, ça va être un petit peu comme ça que les choses vont se faire. Mais je pense qu'il va falloir, il va y avoir un travail d'explication pour que le meneur de jeu puisse présenter justement les scènes de résolution de façon à ce que ça colle avec les mécaniques de jeu. Mais de façon générale, les parties de démo se sont super bien passées. J'avais 4 parties, les 4 parties étaient pleines, quasiment pleines. Il y a juste une fois où une joueuse, Psyché,
C'est raté. Alors, c'est pas entièrement de sa faute, parce que je lui ai dit que c'était 17h, j'étais persuadé que c'était 17h. Dans son agenda, c'était marqué 17h, la partie commençait à 16h. Même moi, quand on m'a annoncé, à ta partie qui commence dans 5 minutes, à 4h-5, j'étais là, quoi? Comment? Donc, j'étais absolument persuadé que ma partie commençait à 17h, et elle est arrivée à 17h la bouche en cœur, et puis on avait déjà quasiment terminé le scénario. Ça a été un petit peu la frustration du truc. Mais bon, de toute façon, je veux dire, je sais où elle habite, c'est pour lui faire présenter les mécaniques de jeu, ça va pas être un gros problème. Mais oui, bon, c'est pas la première fois non plus que je fais jouer avec ces mécaniques de jeu. Là, ça fait quand même bien 2 ans qu'on a le Love Inside qui tourne raisonnablement bien, donc je me fais pas trop de soucis. Mais surtout là où ça s'est vraiment bien passé, c'est que les joueurs avec qui j'ai joué étaient très réceptifs, même des joueurs qui avaient déjà joué à Tigre Volant, en tout cas qui avaient le livre de base. Je pense qu'ils y ont pas joué en fait, mais ils savaient le livre de base. Ils ont été très réceptifs avec ces mécaniques qui sont quand même un petit peu non conventionnelles par rapport aux jeux de rôle qu'on voit un petit peu partout. Donc ouais, de ce point de vue-là, très positif. Alors, j'avais aussi écrit un petit peu des trucs. Et pour ça, il faut que je repasse, je vous demande un petit instant pour réactualiser le bidule OBS sur la bonne... Tac, voilà, c'est bon, ça s'est fait tout seul, comme un grand. Super. Alors, boum, et alors. Donc, j'ai continué un petit peu à écrire sur Ardorine 2300 en bref. Par rapport à la dernière fois, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai rajouté des trucs, j'en ai enlevé. Donc au début, c'était ça avait été ça allait bien, donc j'ai juste ajusté 2-3 trucs. L'histoire, en fait, j'ai changé un petit peu l'ordre des choses, à voir les gens, l'histoire, les nations. Et les nations, j'ai écrit pas mal de trucs pour essayer justement de présenter les nations de façon assez rapide. Donc là, pour les nations, j'ai, sauf accident, mouvement d'humeur ou anomalie administrative, toutes les nations ci-dessous font partie du CEPMES, le Conseil économique, politique et militaire des États de la sphère, appelé aussi la communauté ou le machin. Est-ce que quelqu'un a la référence pour le machin ? La plupart des nations stellaires datent de la fin de l'Arlorian Tour. La République Eldarine et les Ligues Atlantis sont les états successeurs principaux, centrés autour des 2 peuples éponymes. Mais l'événement a également donné naissance à la Fédération des États de la Frontière, alliance d'entités étatiques autonomes, truc vachement facile à prononcer, d'entités étatiques autonomes, et à plusieurs nations mineures comme la Grande Alliance ou la Bannière du Cygne. Les guildes marchands de Siansk et le Haut Commandement Karlan ont somme toute assez peu changé au cours de leur Lorraine Tour et sont toujours là. L'arrivée des nations terriennes autour de 2101 a quelque peu chamboulé le rapport de force. La Fédération des Hautes-Terres regroupe les 3/4 de la Terre sous la bannière d'un État autocratique, volontiers fasciste et colonialiste, mais avec de très bons attachés de presse. La Confédération européenne comprend l'Europe continentale, plus la Turquie moins la Scandinavie. Les États-Unis nord-américains sont une alliance de 6 États qui, comme son nom l'indique, couvrent tout ce qui est au nord du canal de Panama. Enfin, la Terre compte 2 cités-États ou villes libres, Copacabana et Singapour, plus quelques nations plus mineures. En tant que créateur du jeu, faire l'exercice d'écriture d'un crit de découverte te fait-il redécouvrir ton univers ? Et il y a une équipe avec toi pour travailler dessus. Alors, oui et non. Ça a été un petit peu le cas lorsque j'ai fait le kit de démarrage de Tigre Volant 3.0. Mais ça, c'est principalement parce que je suis un génie absolu du marketing et j'ai créé ce kit de démarrage au moment où la gamme s'arrêtait. Bon, j'avais commencé à le faire avant, je l'ai finalisé au moment où la gamme s'arrêtait, mais j'avais commencé à le faire avant, et en fait je l'avais fait avec comme défi de prendre les 320 pages des règles de base et d'en faire un truc de 32 pages. Donc ça m'a pas fait redécouvrir des choses, ça m'a fait me concentrer sur ce qui était important.
ça reste quand même une grosse palanquée de texte. Les mécaniques de jeu, je les avais pas mal retravaillées en fait pour avoir un système, parce que les mécaniques de jeu de Tigre Volant 3 sont quand même bien typées années 80, donc c'est quand même des choses assez velues, assez compliquées à expliquer, genre 20 pages pour expliquer les combats, enfin ce genre de truc, c'est quand même assez toujours assez complexe. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup résumé ça, j'ai viré tout ce qui était équipement, enfin il y avait vraiment une grosse poutre. Et en fait, ces deux-là, ça m'a pas fait redécouvrir forcément l'univers, mais ça m'a fait commencer à prendre conscience de ce qui est important dans un jeu de rôle. Puisque j'avais cette limite de 32 pages qui a fini par en faire 40 parce que j'ai rajouté un scénario, mais voilà. Est-ce que j'ai une équipe qui travaille avec moi? Alors oui et non. Disons que non, parce que j'ai tendance à tout écrire tout seul, et je suis même assez chiant encore, que je pense m'être pas mal calmé, et j'ai eu longtemps du mal à admettre des critiques et à travailler avec des gens. Disons, le truc, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que vraiment Erdorin, c'est mon univers à moi. C'est un truc que je traîne depuis avant que je fasse du jeu de rôle. Comme j'ai commencé à faire le jeu de rôle en 82, je vous laisse faire le calcul. J'ai tendance à être peut-être trop sensible par rapport à justement à ce qu'il faut toucher, ce qu'il faut pas toucher. Donc, je pense que s'il y avait une équipe qui travaillait avec moi, elle ne travaillerait pas longtemps, parce qu'on se fâcherait à mort, et ça a déjà été le cas avec une ou deux personnes où on a eu des engueulades assez homériques. Je vais pas revenir là-dessus. J'ai néanmoins Antoine Beugly, président de Dés Sans Face, c'est lui qui a conçu le moteur de temps. Pas le moteur de temps, qu'est-ce que lui, c'est aussi lui qui a conçu le moteur de temps, mais le moteur de temps c'est pour Freaksquill, et donc le Love Inside qui est la mécanique de jeu d'Erdorin 2300. Donc de ce point de vue-là, voilà, ça c'est un petit peu mon équipe, c'est lui en fait. Après, il va de toute façon falloir que j'ai une équipe entre guillemets. J'ai une personne qui est aussi très importante dans la conception du jeu, même si pour le moment elle est pas très active, parce que pour l'instant j'en suis encore au stade de plus conception, rédaction qu'autre chose. Ça sera Psyché. Certains d'entre vous ont déjà vu passer sur ce stream, donc c'est elle qui devait jouer à la partie, voilà, parce qu'elle est illustratrice, elle connaît l'univers de Tigre Volant depuis presque autant que moi, donc quand même pas, mais pas loin. C'est une grande fan du truc, et elle est illustratrice, et donc c'est elle qui va faire la direction artistique, enfin qui va m'aider à la direction artistique du jeu. Donc pour pouvoir faire une bible graphique, pour pouvoir faire des briefs sur les illustrations, choisir les illustrateurs, probablement tout ce qui est la partie graphique. Théoriquement, je peux le faire, mais je suis pas forcément le designer le plus fifou de la planète. Donc, quand il s'agit de mettre des choses dans des templates InDesign qui existent, il y a pas de problème. Quand il s'agit de concevoir les templates InDesign, je suis quand même un peu moins velu. Je suis velu de toute façon, mais j'entends, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, ça sera sans doute Alicia, qui est également souvent présente sur le stream, qui va m'assister dont il est prévu qu'il assiste. Alicia, d'ailleurs, qui a conçu le logo Erdorin sur la base de l'ancien logo de Tigre Volant. Donc on a déjà un petit peu une semi-équipe qui bosse là-dessus. Et puis après, il y aura toute la partie, parce que faire un jeu de rôle, c'est pas seulement ça. Il va falloir aussi l'imprimer, le distribuer. Et là, il va falloir passer par les collègues, j'espère, de Dés Sans Face, donc qui est la maison d'édition coopérative dont je suis membre, mais il est pas non plus garanti qu'ils soient d'accord de publier le jeu. Ça dépendra aussi des questions financières, ça va dépendre de plein de choses. Il y aura sans doute un financement participatif, parce que maintenant, de nos jours, à moins d'avoir une trésorerie gigantesque, c'est quasiment impossible de sortir un jeu sans passer par un financement participatif ou un système de précommande. Mais voilà, on n'en est pas encore là.
Mais donc pour répondre à ta question, oui et non. Mais surtout non en fait pour le moment. C'est vraiment moi tout seul et plus tard il y a déjà 2-3 personnes dans l'ombre qui font des choses et puis et plus tard il y aura une équipe un peu plus conséquente quand il va falloir s'attaquer à la finalisation de l'objet. Le jeu de rôle, c'est quand même un objet, un média qui est très très particulier. C'est aussi pour ça que c'est des fois c'est difficile d'un point de vue financier parce que quand vous faites un livre, vous faites du texte, vous faites une mise en page avec du texte, c'est turbo simple, à part si vous vraiment faites des effets chiadés, hein, les fous furieux de PVH. Donc ça, en fait, j'avais montré au début, vous verrez ça en rediff, mais j'avais montré au début le loot, ce que j'avais acheté. Donc vous avez quand même donc PVH, maison d'édition basée du côté de Neuchâtel, qui a quand même des choses un petit peu complexes sur la mise en page, notamment les couvertures. En fait, l'illustration de couverture est en 4e et le résumé de 4e est en première page. Parce que voilà. Parce que c'est un peu des fous. Mais de façon générale, quand vous écrivez un roman, vous allez avoir que du texte. Quand vous allez avoir une BD, ça va être principalement de l'illustration et le texte étant inclus dans l'illustration. En jeu de rôle, vous allez avoir du texte, vous allez avoir des éléments graphiques non textuels comme par exemple des tableaux, vous allez avoir des illustrations, vous allez avoir des plans. C'est un merdier sans nom pas pour tous les jeux de rôle, hein, not all jeux de rôle, mais c'est quand même la plupart ont tendance à avoir tous ces éléments avec en plus une recherche assez importante. Maintenant, la plupart des gens qui achètent du jeu de rôle achètent aussi le jeu de rôle pour l'objet, pour les illustrations, pour le côté graphique. Donc, faut quand même que ça soit raisonnablement soigné, raisonnablement recherché. Voilà, c'est quand même assez costaud et le fait que il y ait tous ces trucs qui soient intégrés, ça fait que c'est un objet qui est compliqué à fabriquer et qui a aussi des contraintes de fabrication qui sont assez particulières. Et là, je vous parle que du livre de base. Si on commence à discuter du paravent du meneur de jeu, là, all bets are off. Hein, on est vraiment sur une autre dimension parce qu'on est vraiment sur des formats qui sont hors normes. Alors Hamlet, tu me dis, merci de vos réponses, je comprends ton ressenti sur le processus créatif, top que tu t'entoures petit à petit, car effectivement, vu le médium qu'est le jeu de rôle, c'est plus agréable de repartir. Il manque des trucs là. De répartir. Ah oui, il doit y avoir un accent aussi. En fait, ce qui manquait, c'était un accent. Oui, mais c'est pas facile, c'est vraiment un truc qui est pas facile. 46&2, bonsoir, je regarderai le replay en bossant, ça rend les tâches un peu moins pénibles. Je vois que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Belle soirée à toi aussi, merci d'être passé en tout cas. Voilà, alors bon, je vous ai pas fait la suite des nations, mais enfin fondamentalement c'est le dernier truc qu'il y avait à mentionner. J'avais rajouté aussi des trucs sur les cultures, principale différence entre les peuples stellaires, Eldari, Atlani, Terriens, c'est l'espérance de vie, je pense qu'il faudra que je rajoute également quelque chose en bref sur des questions de qu'est-ce qu'on y vit, qu'est-ce qu'on y fait, ce genre de choses. Mais je sais pas encore trop comment formuler ça. Ça reste encore toujours un peu le point noir du truc. Après, je pense que pour présenter le contexte, ça suffit. Ça fait quand même 800 mots, ce qui, sur une mise en page, doit tenir probablement en 2 pages, avec pas trop d'illustrations, donc ça doit être à peu près correct. Voilà. Alors, donc j'ai fait un petit peu tout ce que je voulais vous présenter. On a rebondi sur 2-3 éléments qui étaient un petit peu différents, mais ça fait aussi partie de l'intérêt du live stream. J'aurais espéré qu'il y ait un peu plus de monde. J'aurais espéré notamment qu'Axel ou Alicia soient présentes, mais visiblement, je crois qu'Axel est encore en train de se remettre d'Octogone, comme elle a pas une santé ultra solide. Le fait de faire 3 jours à Lyon, elle était super contente, et quand elle est rentrée, maintenant, je pense qu'elle va faire 3 mois de récupération. J'exagère, mais en tout cas 3 semaines. Voilà.
Pour ma part, au niveau jeu de rôle, on n'a pas grand-chose de trop prévu. Alors si, quand même, il y a en fait en Suisse romande la grande convention. Entendons-nous bien, c'est une grande convention à l'échelle de la Suisse romande, c'est-à-dire grosso modo de 2,5 millions d'habitants. C'est Orchidée qui a tendance à se dérouler à ou autour de Lausanne. Cette année, la convention n'a pas pu avoir lieu. Généralement, elle a lieu autour de Pâques. Ça n'a pas pu se faire cette fois-ci, mais ils ont réussi à organiser quelque chose avec le musée suisse du jeu, qui se trouve dans une ville au nom le plus improbable, qui s'appelle la Tour de Paix. Ça s'écrit P-E-I-L-Z, même l'orthographe est improbable. C'est au bord du lac, c'est quelque part entre Lausanne et Vevey, grosso modo, pour voir ceux qui voient un petit peu la région suisse romande. Et hop, je repartis en face cam là, parce que boum. Et du coup, ils vont organiser une journée de jeu de rôle, une journée autour des jeux de façon générale, mais surtout du jeu de rôle, donc à la Tour de Paix. Si mes souvenirs sont bons, c'est le 27 ou le 27 juin. Voilà, donc je serai présent, je vais essayer de faire une partie d'Erdorine 2300 là-bas, probablement une partie assez courte. Enfin non, je pense que ce sera une partie d'en bas, ce sera une partie de 2-3 heures. On va voir un petit peu comment on s'arrange les choses, et puis ça sera l'occasion, si vous avez l'occasion de passer. Alors je sais pas, je pense que ni Hamlet, ni Victor, ni même 46, 46 and tout peut-être, on verra. Vous êtes de la région, ça m'étonnerait quand même un peu. Est-ce que j'ai découvert des nouveaux jeux pendant le salon, des trucs intéressants? Alors je dois avouer que j'ai pas eu trop l'occasion de regarder les différents trucs. En fait, la plupart des jeux qui sortent ne m'intéressent pas beaucoup. Faut vraiment qu'il y ait des propositions ludiques et des objets qui soient vraiment bluffants, qui m'intéressent. Le truc, par contre, j'ai vu des beaux repoussoirs, parce que il commence à y avoir des maisons d'édition qui sortent des jeux blindés d'IA générative. Et il y en avait une, c'était carrément en mode full plagiat, où il y avait carrément, je l'avais mentionné au début, mais là je vais le redire, il y avait carrément un jeu qui s'appelle Club Mystère, avec un visuel, c'est Scooby-Doo, mais le chien c'est un bouvier bernois, c'est pas un dog. Mais sinon c'est ça, hein, c'est complètement ça, et complètement fait à l'IA génératif, ça se voit 1,5 km, et visiblement la maison d'édition, tous ses produits, c'est ça. C'est je suis étonné, et c'est là on voit quand même la retenue des rôlistes et notamment des auteurs. Personne n'y a foutu le feu, probablement parce que personne n'avait envie de voir débarquer les pompiers, mais c'était quand même assez craignos. Et c'est pas les seuls. Il y en a certains qui le font un petit peu en scred, un petit peu comme les studios de jeux vidéo qui disent non mais on s'en sert pour le développement, mais après on change, puis ils oublient de changer. Toujours ça d'auteurs, d'illustrateurs qui sont pas payés. Et puis on a dit qu'ils vont carrément YOLO, quoi, rien à foutre. C'est pas cher à faire, et puis voilà, quoi. Après, il y a un certain nombre de métiers. Alors, je discutais souvent avec des traducteurs. L'usage de l'IA générative pour la traduction, c'est de plus en plus répandu. C'est de plus en plus répandu par des traducteurs eux-mêmes, parce que ça leur permet de faciliter le boulot. Alors après, les traducteurs qui travaillent avec des outils de traduction, des fois, ils ont pas trop le choix. Il y a des outils qui existent déjà depuis pas mal de temps, avant qu'on voit exploser l'intelligence artificielle à base de large language models, mais il y avait des outils de traduction qui en fait regardaient, si tu travailles toujours pour le même client, t'as toujours les mêmes jargons qui vont popper, et souvent t'as des formules qui se répètent, et t'avais des logiciels qui étaient justement spécialement conçus pour repérer ces langages qui se répètent d'un document à l'autre, et déjà faire des pré-traductions comme ça, remplacer les trucs. Et du coup, si t'as ce système-là qui soudainement commence à rajouter des systèmes de large language model plus spécialisés dans la traduction, comme par exemple les systèmes à la DeepL, t'as pas trop le choix, mais ensuite c'est quand même des choses qui sont qui font que
moi je vois passer ça de temps en temps chez des gens que je connais qui disent non mais si les traducteurs ils utilisent de l'IA générative, pourquoi est-ce que moi je foutrais pas carrément mon texte dans DeepL et puis j'utilise ça comme traduction? Et oui, mais enfin tu vas avoir un truc de merde quoi, parce que le boulot du traducteur derrière, c'est pas seulement de balancer le texte dans l'IA générative, c'est aussi ensuite de revenir derrière, de relire attentivement, d'être certain qu'il y a pas que les textes ont été bien traduits. Parce que les systèmes de traduction automatique, c'est un peu vieux comme le monde, mais c'est aussi vieux comme le monde le fait qu'ils traduisent de la merde, quoi. Il y avait déjà ça à l'époque de la guerre froide avec les trucs en soviétique où il y avait des systèmes qui traduisent automatiquement la Pravda pour que les gens de la CIA la lisent le soir même, puissent lire la Pravda le soir même sur leur bureau. Donc ouais. Le plus grave dans l'usage de l'IA, c'est quand c'est même pas mentionné. Non seulement c'est pas cool, mais ça devient carrément malhonnête. Oui, alors je dirais que c'est pas forcément le plus grave, mais ça fait partie des éléments qui sont hyper dangereux. C'est que on a des gens qui n'assument pas en fait. Et en fait, la raison pour laquelle ils assument pas, c'est qu'ils savent très bien qu'il commence à y avoir de plus en plus de gens qui, s'ils savent que l'IA générative a été utilisée dans un produit, ne vont pas acheter le produit. Que ce soit par principe ou parce qu'ils trouvent ça moche, quoi. Et ouais, je suis... Et du coup, ce qui est souvent marrant, c'est que c'est les mêmes gens qui cachent le fait qu'ils utilisent de l'IA générative, qui viennent nous vendre le fait, oui, mais de toute façon, tout le monde le fait. Bah, si tout le monde le fait, pourquoi t'as honte? Je veux dire, c'est un peu nawak, quoi. Mais oui, on a tendance à dire, y a les gens qui n'aiment pas l'IA, un petit peu comme moi, ont tendance à dire vivement que la bulle éclate. Le souci, c'est quand la bulle va éclater, il y aura probablement des gros bouts de l'économie qui vont péter avec. J'avais vu un article de Cory Doctorow qui lui-même citait quelqu'un d'autre, qui disait que d'après ses estimations, le jour où la bulle de l'IA pète, il y a un tiers de la capitalisation boursière US qui explose. Et ça va faire des trous ailleurs, clairement. Effectivement, je suis loin de la Suisse, mais je voudrais absolument voir le groupe Oath of Cranes qui tourne uniquement en Suisse. Donc peut-être bien. Oath of Cranes, je connais pas du tout. Hop, je vais aller me faire une recherche là parce que on parle de choses. Avec un nom comme ça, j'ai l'impression que c'est pas un style qui va me plaire. Encore que on peut avoir des surprises. Bon, difficile de voir exactement ce que c'est comme genre musical, parce que ça pourrait tout aussi bien être du black metal ou du pagan folk ou même du metalcore. Vu la graphie de leur logo, ça pourrait tout à fait être ça. Voilà. Alors, toujours est-il que je pense que je vais gentiment arrêter le live stream ici. On a fait je vous ai sorti un petit peu leur réglementaire, même si pas tout le monde était là au début. Voilà, du coup, pour ceux qui ont raté le début, je vais mettre comme d'habitude, la rediffusion assez rapidement en ligne. Je vais essayer de faire ça entre aujourd'hui et demain, toujours sur la chaîne Erdorin. C'est donc YouTube /@Erdorin. Même chaîne que là où la diffusion a lieu, d'ailleurs. Et puis voilà. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, vous remercier d'avoir été présent, merci pour vos questions, pour vos commentaires, pour vos remarques, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine édition, donc ça sera le 18 juin. Je vais essayer très fort de ne pas faire une blague sur l'appel, mais ça, déjà c'est raté, là j'y suis même pas arrivé maintenant, donc autant dire que c'est un peu mort. Une excellente soirée à vous tous. Victor, bonne soirée à toi aussi. Merci d'être venu. Et puis, pour les amateurs de musique, ah oui, petit message de service. Pour les amateurs de musique, le live de Radio Erdorin qui aura lieu le 12 juin.
risque de commencer plus tard parce que je risque d'être pris par mon boulot. On a un événement qui a lieu toute la semaine prochaine, y compris le week-end, et je sais pas trop en fait quel va être mon emploi du temps. Je vais essayer de vous tenir au courant, donc gardez un œil sur la chaîne YouTube pour les informations. Mais donc le débriefing, alors déjà, d'ici dimanche, je devrais vous fournir l'épisode de mai, qui est déjà écrit, il me reste plus qu'à le tourner, à monter tout ça. Et puis donc le débriefing aura lieu le vendredi suivant, donc le 12 juin, si tout va bien. Mais je vous tiens au courant si jamais il y a un contretemps. On reste sur 12 juin 21h. Si jamais ça commencera peut-être un petit peu plus tard, on verra. En tout cas, merci à tous, à une prochaine et excellente soirée. Bye bye!